Yves Giroux est le directeur parlementaire du budget à Ottawa. Bonsoir, M. Giroux. Bonsoir, M. Filion. 252 milliards de dollars de déficit. C'est 70 milliards de plus que votre projection d'il y a 3 semaines. Qu'est-ce qui explique ça? Qu'est-ce qui explique ça? C'est la divulgation de nouvelles données, notamment sur l'emploi, sur la décroissance économique et aussi des mesures additionnelles qui ont été annoncées presque à chaque jour. En fait, il y a des mesures additionnelles qui s'accumulent, qui s'ajoutent aux prévisions de dépenses ou aux scénarios de dépenses qu'on fait. Donc, c'est ce qui explique en bonne partie que le fait que le déficit se creuse presque d'une semaine sur l'autre ces temps-ci. Les choses vont tellement rapidement qu'on doit mettre à jour nos scénarios assez régulièrement. Et c'est surtout l'ampleur des mesures qui sont annoncées qui explique le fait que le déficit se creuse de plus en plus. Et 252 milliards, on n'arrête pas le curseur là. Ça pourrait être plus important encore? Oui, ce scénario-là, dans lequel on enregistrerait un déficit de 252 milliards, ça tient compte du fait que les mesures de déconfinement seraient mises en œuvre progressivement tout au long de l'année 2020, mais ça ne tient pas compte de mesures de relance économique qui vont probablement être nécessaires même une fois que la pandémie se sera résorbée. Donc, si jamais il y a des mesures de relance économique de plusieurs dizaines de milliards de dollars, il faudrait ajouter cela au montant du déficit. Donc, le déficit a probablement beaucoup plus de chances d'augmenter plutôt que de baisser comparativement au scénario qu'on a divulgué ce matin. Chute du PIB, dites-vous, de 12 Est-ce qu'on comprend que la chute économique est plus grande, moins d'heures travaillées finalement au deuxième trimestre? Parce que je vois que vos chiffres pour le troisième et quatrième trimestre, le rebond sera plus fort, mais la chute est plus profonde. C'est ça? Exactement. Donc, on a accru l'ampleur de la chute, de la décroissance économique, du recul du PIB lors du deuxième trimestre. Mais conséquemment, il y a un rebond qui va être un peu plus important que ce qu'on prévoyait ou ce qu'on anticipait plutôt lors de la mise à jour précédente. Ce qui pallie en partie aux mauvaises nouvelles d'une décélération beaucoup plus rapide qu'anticipée, mais c'est un peu compréhensible. Si la chute est plus rapide, on anticipe que le rebond va probablement être aussi un peu plus prononcé, mais qui va être loin de compenser pour le recul du deuxième trimestre. C'est difficile d'imaginer un rebond prononcé en même temps parce qu'on n'arrête pas de nous dire que le retour sera extrêmement progressif, que tant qu'on n'a pas de vaccin, il va falloir vivre avec la distanciation sociale. Comment on peut rebondir rapidement si on doit fonctionner à moitié, puis on doit fonctionner au télétravail, puis qu'il y a des gens qui ne pourront pas reprendre des activités normales? Je vous ai malheureusement perdu pendant quelques secondes. Bon, je ne reprendrai pas toute la question, mais puisque la transition sera longue, là, avec des activités qui vont prendre du temps avant de trouver un vaccin, là, comment on peut assister à un rebond rapide dans les circonstances? Bien, on ne prévoit pas de rebond rapide. Ce qu'on prévoit, c'est une chute et une reprise graduelle de l'activité. Donc, ce qu'on appelle souvent une reprise en bâton de hockey ou ce que d'autres appellent plus poétiquement une reprise en U. Donc, une baisse précipitée puis une reprise progressive. Parce qu'avec un choc économique de l'ampleur de celui qu'on vit, c'est sûr qu'il y a des entreprises qui vont malheureusement fermer leurs portes et ça va entraîner une baisse de confiance marquée des consommateurs et aussi des entreprises. Il va y avoir une période de transition entre le temps où des entreprises ferment et d'autres ouvrent leurs portes ou reprennent leur rythme de croisière et ça va entraîner une partie de chômage. Donc, on ne peut pas entrevoir une reprise en V, par exemple. Donc, vous êtes à 9 de croissance, si je ne me trompe pas, au quatrième trimestre? Oui, mais ce n'est pas sur une base annuelle, c'est sur une base trimestre à trimestre. Oui. OK. Les mesures annoncées, une fois qu'elles seront retirées, est-ce qu'on comprend que le déficit, là, qui est énorme en ce moment, va revenir à quelque chose de plus normal? Il va certainement revenir à quelque chose de moins gigantesque,
mais la baisse des revenus contribue pour une bonne partie à creuser le déficit dans notre scénario divulgué ce matin. Donc, entre 60 et 70 milliards de dollars du déficit qui est dû uniquement à la baisse des revenus. Donc, même si on suppose que toutes les mesures de soutien expirent telles que prévues, donc elles ne sont pas prolongées, on serait quand même face à un déficit qui friserait le 100 milliards de dollars, ce qui est considérable. Est-ce que dans les circonstances, et avec la dette qui va augmenter beaucoup, là, vous la faites passer de 30 à 48 à peu près du produit intérieur brut, est-ce que dans les circonstances, vous pensez que la note parfaite de AAA du Canada pourrait commencer à être questionnée? C'est possible qu'elle commence à être questionnée. Ce qui va être important pour garder cette bonne cote de crédit-là, c'est d'avoir un plan de relance concret et crédible, mais aussi un plan de contrôle du déficit qui va aussi être crédible. Donc, si le gouvernement continue à dépenser pour relancer l'économie, mais qu'il n'y a pas d'impression que le gouvernement veut vraiment mieux contrôler son déficit une fois la crise passée. Donc, les agences de crédit vont peut-être commencer à questionner. Cependant, si le gouvernement instaure clairement un plan de réduction du déficit ou encore si la croissance économique est très forte, c'est possible que la cote de crédit du Canada se maintienne. Cela étant dit, il faut considérer ce qui se passe ailleurs dans les autres pays. La plupart des pays font face exactement au même défi, à la même crise, évidemment, et ont tous engagé des dépenses très importantes. Donc, comparativement aux autres pays, on se trouve en relative bonne posture. Dernière question. Est-ce que les mesures qui ont été adoptées, il y a tout un débat dans la société, nuisent à l'incitation au travail? Ça, c'est un débat vraiment délicat. Le gouvernement a instauré ces mesures-là de façon rapide pour donner de l'aide aux gens qui en avaient besoin. Puis il n'y a aucun doute qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui ont besoin d'aide quand leur entreprise ferme ou leur employeur les licencie. Cela étant dit, lorsque la reprise va s'amorcer, on voit déjà des anecdotes où des gens refusent de travailler ou préfèrent ne pas retourner tout de suite au travail parce qu'ils ont une forme de soutien aux revenus. Et ça, c'est clair, n'importe qui serait face à ce choix-là, on retourne travailler au salaire minimum ou à un salaire qui est prêt, ou on se fait offrir 500 $ par semaine pour ne pas retourner travailler dans un contexte où plusieurs travailleurs ont des craintes relatives à leur santé. C'est clair que ces mesures de soutien-là désincitent ou incitent les gens à ne pas nécessairement à retourner au travail aussi rapidement ou avec le même enthousiasme qu'elle le ferait autrement. Très bien, très intéressant. Merci, M. Giroux. Ça m'a fait plaisir.